Bonjour, à nouveau. Je me présente, Rawad Chaker, enseignant-chercheur à ECP, à Lyon 2. Et donc, j'anime cette table ronde qui porte sur l'impact de la robotique éducative sur le métier d'enseignant, quelle intégration dans la classe et dans l'établissement, et surtout quels impacts sur les pratiques pédagogiques. Donc, 3 intervenants, mais ils ne sont plus que 2. Monsieur Simonian est excusé pour raison de santé. Rien de grave, il va bien. Et donc, je vais donner d'abord la parole à Christine Devlotte, enseignante-chercheuse au Labo ICAR à l'ENS de Lyon. Merci beaucoup. Le micro marche ? Bon, très bien. Donc, je suis en effet professeur en sciences du langage au laboratoire ICAR, qui est de l'autre côté du jardin, et qui... Oui, c'est peut-être mieux. Oui, c'est mieux. Qui se spécialise dans l'analyse des interactions en classe ou en dehors de la classe. Mais en tout cas, donc, je vais parler à ce titre-là. Et surtout, je vais donc contextualiser un peu ma vision des choses en parlant de là où je viens, c'est-à-dire de la visioconférence. Je vais parler des robots de téléprésence et d'où mon expérience vient, donc de la visioconférence et de toutes les formes de présence à distance. Donc, les 3 ou 4 premières diapositives, je vais vous expliquer un peu mon parcours. Et puis, j'en viendrai à l'expérience actuelle d'enseignante qui est la mienne ici, dans une salle un peu plus loin, qui s'appelle le LIPEN, le laboratoire d'innovation pédagogique, dont on dispose ici à l'IFE. Alors, en fait, oui, moi, je parlais en aparté avec Bruno Duvauchel. On évoquait le fait qu'on avait commencé dès le départ à s'intéresser à la technologie dans les cours. Moi, je formais des professeurs, des futurs professeurs de français langue étrangère, et j'ai participé au premier campus numérique Canufle en 2003. Et j'ai continué à y enseigner jusqu'à l'année dernière, puisque ça a été repris par le CNED de Grenoble 3, donc par forum. Et ensuite, j'ai fait un cours qui a été créé, dont je vais vous parler un peu plus précisément, puisqu'il a débouché après sur la visioconférence. C'est un cours hybride avec une partie en présentiel et une partie en ligne pour former des professeurs de français ici à Lyon qui enseignent à des vrais apprenants de français aux États-Unis en particulier, au départ en Australie, enfin dans plusieurs pays. Je vais vous faire voir ça parce que, en fait, c'est ça qui m'a amené à m'intéresser à la communication entre les enseignants et les apprenants à partir de différents artefacts et de différents moyens de communication. Au départ, c'était le forum. Après, on est passé par le chat. Puis, on est allé vers la visioconférence, poste à poste. Et à chaque fois, c'était très intéressant, différent. Il n'y a pas quelque chose qui est mieux qu'une autre, c'est juste des façons différentes et d'enseigner et d'apprendre. C'est un peu ce que je veux dire en 3 diapos là, et ensuite je passerai au robot. Alors, le programme en question qui permet c'est un programme de télécollaboration qui permet donc de mettre en évidence, en relation des futurs enseignants de français langue étrangère, avec des apprenants de langue. Donc, c'est sur le site Le Français en première ligne. Ce programme, je l'ai créé quand j'étais en Australie en 2000 et je l'ai monté avec François Mangenot en 2002. Et il continue encore, il est diffusé par l'AUF pour faire des partenariats, etc. Donc, c'est de là que... Alors oui, je précise aussi que j'ai fait beaucoup de recherches à partir de ces données, mais que j'en parlerai pas du tout aujourd'hui, puisque j'ai décidé donc de m'en tenir au cadre qui était donné pour la table ronde, c'est-à-dire pratique d'enseignant, expérience. Donc, les questions, on pourra les faire après, mais je parle que de ma pratique et de mon expérience aujourd'hui. Il faut changer un peu. Alors, donc, c'est dans ce cours-là, on avait affaire à des étudiants de master professionnel. Je dis j'avais parce que j'ai arrêté l'année dernière, mais donc c'est quand même assez récent. Donc des appariements d'un côté à Lyon et de l'autre à Berkeley, en particulier pour la visioconférence. Donc à partir de 2006, on a travaillé comme ça avec la visioconférence à travers différents dispositifs, Skype. On a même avec Nicolas Guichon monté des dispositifs adéquats à l'enseignement des langues. Donc
le résultat de cela, c'est que, en fait, quand on passait, par exemple, dans les dernières années, on faisait expérimenter aux étudiants les différentes formes, hein, forum, chat et visio, et on voyait donc un espèce de crescendo, puisqu'on commençait par finalement le texte pour aller vers la visio. Et donc, les retours étaient très positifs, aussi bien aux États-Unis qu'en France. À ma surprise, donc, il y a eu à chaque fois un égal intérêt porté aux différents moyens de communication. La visio n'était pas mieux, disons, du point de vue des étudiants que le forum ou le chat. Ils développaient des capacités différentes, des compétences différentes. Par exemple, le forum donc, permettait de réfléchir à ce qu'on allait écrire, de refaire plusieurs fois, etc. Le chat, bon, ça développe au contraire la spontanéité, et puis on peut insérer du langage texto, des choses un peu différentes de ce qui se fait encore à l'écrit normal, entre guillemets, classique. Et la visio, donc, permet aussi d'avoir accès aux gestes, etc. Donc, en fait, des affordances différentes, des différents outils et des différents modes de communication. Et moi, en tant qu'enseignante dans ces différents modes de communication, j'avais l'impression, je le pense toujours d'ailleurs, que j'avais un ethos différent, c'est-à-dire que je parlais différemment aux étudiants selon que je m'adressais à eux sur forum, sur chat ou sur visio. Et j'en ai encore l'intime conviction. Disons, quand je parle sur Skype à des étudiants, je ne parle pas comme... voilà. Là, d'ailleurs, j'ai écrit un livre avec des collègues là-dessus sur décrire la conversation en ligne. On bouge plus sur Skype, on se sert plus de la mimogestualité qui entoure la face que dans la vie courante, même si j'agite un peu la main en ce moment. Mais c'est pas... On adopte des façons de parler un peu différentes. Bon, je finis là-dessus pour finalement en venir donc au robot. Alors, depuis 2013, j'ai monté un séminaire lié donc à ce que j'étudie, les interactions multimodales par écran. Donc, ça s'appelle le séminaire IMPEC. Je vous ai mis la page écran pour que vous puissiez avoir accès. Et ce séminaire, donc, on est donc une quinzaine, et il est suivi depuis donc 3-4 ans par depuis toujours, mais c'est-à-dire depuis 3-4 ans avec des robots. Parce que en fait, j'avais la moitié, donc j'ai formé une douzaine de thésards, disons, sur les corpus que je vous ai fait voir précédemment, les données de visioconférence en particulier. Et ces thésards, une fois devenus docteurs, ils sont partis. On est dans un monde d'hypermobilité. Hein, ils sont partis enseigner en Chine, en Angleterre, etc. Et ils voulaient continuer à assister au séminaire mensuel que je fais donc à Lyon. Vous pourrez aller voir, il y a tous les Casili, Tisseron, tous ceux qui parlent des robots ont été invités et sont en vidéo sur ce site d'ailleurs. Hein. Alors, donc, pour faire ça, au début, pour intégrer les anciens thésards dans les séminaires qui les intéressaient, on mettait un ordinateur au milieu de la table et puis on le tournait avec soit Adobe Connect, soit un autre procédé. Et puis, quand les robots sont arrivés il y a 3 ans, on a dit, on va justement intégrer les robots puisque ça sera plus simple. Alors, on a donc, il y a 3 ans, intégré 3 sortes de présence à distance, je les appelle comme ça. On a un robot BIM, on a un Cubi, vous le voyez au milieu, là, c'est un iPad sur un pivot, donc qui s'oriente donc par celui qui le manipule à distance. Et puis, on a donc un procédé de visioconférence en même temps, qui a varié selon, on a essayé différentes choses parce que bon, comme il y a la Chine, la Chine n'est pas accessible avec tous les, enfin bon, il y a des problèmes qui se posent de différents ordres sur lesquels on pourra revenir, mais en tout cas donc le plus accessible, le plus simple pour nous, c'est quand même Adobe Connect, donc c'est ce qu'on utilise le plus couramment. Alors voilà un peu la forme que ça prend, par exemple une collègue de Lyon 2 ici avec donc, dans le Cubi, il y a une étudiante, une doctorante qui est à Brest. Et sur le mur, donc, il y a un étudiant qui est à Shanghai, l'autre qui est à Londres, et puis donc d'autres qui se sont branchés pour pouvoir aussi communiquer plus facilement. Alors, voilà. Alors, ça, c'est un autre cas de figure. C'est une conférencière qui est dans le BIM. Elle intervient depuis les États-Unis. Et donc, alors c'était là la petite diapo que la petite vidéo que je voulais. Ah oui, il y est peut-être. Non, ça doit être.
Elle va peut-être marcher? Non, elle ne marche pas. Il n'y a pas play là? Non. J'ai pas beaucoup de... Alors on va sortir pour vous faire voir. Il n'y a pas grand-chose à voir, mais c'est... C'est bon. Ah, oui, mais alors ça... Le son... Ah ben, il y a un truc à brancher peut-être? Bon, c'est pas grave s'il n'y a pas le son. Il n'y a pas grand-chose à écouter. Non, on va arrêter sur image, là, peut-être pour faire voir... Voilà. Pour faire voir les différentes vues enfin, oui, il peut marcher, c'est pas important. Donc, on a fait de ce séminaire des données de recherche. Donc, on est en train de les exploiter en ce moment. Voilà, donc on a pris des vues de différents points. Et donc, en bas à droite, vous avez la vue du QBI qui est en train d'être utilisée par l'étudiante qui est donc le QBI, on le voit sur la diapo de droite en haut. À gauche, là ici, c'est ça, le QBI. Voilà. Oui, voilà. Donc, c'était un peu pour vous faire voir la façon dont on procède à chaque fois dans les séminaires. On a donc des personnes un peu ourbi et torbi, si je peux me le permettre, c'est-à-dire des gens dans la salle et des gens à l'extérieur qui sont environ 4 ou 5. Alors, on poursuit. Donc, alors, voilà. Alors, juste mon ressenti en tant que... Allez-y. En tant qu'enseignante. Alors, bon, moi, je suis très contente de pouvoir offrir la possibilité à des collègues à l'extérieur, surtout qui sont très intéressés par la technologie, parce que, comme je vous disais, c'est un public très particulier. C'est qu'on est tous intéressés par la technologie, du point de vue sciences humaines, certes, mais quand même, en fait, on n'est pas effrayé par le fait d'utiliser des artefacts. Et donc, ça aide beaucoup. Alors, bon, moi, je suis contente du fait que le cercle se soit élargi, des participants. Je dois dire qu'en tant qu'enseignante, j'ai des difficultés à tenir compte de tous les foyers d'attention potentiels. C'est-à-dire que, en général, je regarde ceux qui sont sur Adobe, parce qu'ils sont face à moi sur grand écran, que vous l'avez vu. Mais le robot, eh bien, je le vois parce qu'il est grand, il est devant moi. Mais par exemple, la semaine dernière, le mois dernier, là, on avait mis le QBI à côté de moi. J'ai fait un tour de table, j'ai sauté 2 fois, quoi, parce qu'en fait, il n'était pas à la place habituelle. Et en fait, les personnes qui sont en présentiel, on les voit. Les personnes sur Adobe, oui. Donc, en fait, il y a une difficulté à gérer. Tous les foyers d'attention potentielle. Et en fait, moi, j'ai trouvé la façon de m'adapter, disons, ça a été de donner la parole d'abord à la distance et ensuite au présentiel. Mais donc, dans la distance, j'inclus robot, QBI et Adobe. Donc, en général, il faut montrer qui veut prendre la parole. Enfin bon, il y a tout et c'est justement ça qu'on va étudier, c'est-à-dire quelles sont les difficultés dans la gestion de la parole, dans la polyfocalisation de l'attention, le corps et l'écran. Enfin bon, différents types de sujets qui nous intéressent. Et donc, dans cette situation-là, qui est quand même un peu particulière, je n'ai pas la sensation d'avoir un ethos différent selon les artefacts qui sont à distance. Disons, alors, je m'adresse pareil aux robots, aux QBI et à ceux qui sont par Adobe Connect, en tant qu'enseignante. Hein. Mais je sais très bien que les étudiants, en revanche, ont une sensation absolument différente. Et que par robot et par QBI, ils sont parfaitement à l'aise, ils entendent très bien, il n'y a aucun souci. Mais en revanche, ils sont tout à fait isolés, alors que sur Adobe Connect, il y a beaucoup plus de problèmes de flux, etc. Souvent, ça s'arrête, c'est compliqué. Mais ils peuvent justement discuter entre eux par le chat. Et donc, du coup, des affordances d'Adobe, finalement, aident à résoudre des choses qui ne sont pas sur le QBI ou sur le BIM. Donc, en fait, voilà, des expériences tout à fait différentes. C'est ce qu'on est justement en train de mettre au jour, puisqu'on cherche à voir quelle est la sensation de présence numérique associée à chaque artefact, puisqu'on a fait varier la présence dans le robot et dans le QBI et sur Adobe avec les différents participants à distance. Voilà, donc... je pense qu'il y a une adaptation progressive qui se fait de ma part, hein, avec les petits bugs dont j'ai parlé, parce que ce n'est pas encore parfait. Mais enfin, en tout cas, je me suis adapté au stress
qui est quand même beaucoup moins haut au bout de la 3e année qu'il l'était à première. Surtout que, comme on était filmé pour récupérer des corpus, c'était quand même encore un peu plus de pression sur les épaules. Et je voulais juste, pour terminer, vous dire que donc, j'ai quand même une diapo sur la recherche, c'est que donc à droite là, c'est un livre que les 2 ouvrages sont sortis cet été. Donc il y en a un en anglais sur Screens and Scenes pour faire voir un peu ce qu'il y a dans la tête des personnes qui communiquent par écran. C'est sur la visioconférence dans des projets de télécollaboration tout autour du monde. Hein. Par exemple, des projets entre sourds, par exemple, qui partagent la langue des sourds entre eux, ou différents types de projets. Et l'autre, c'est pas moi qui l'ai écrit, j'en ai juste écrit un chapitre, c'est Rinaudot qui a fait un symposium il y a 2 ans sur la téléprésence en formation qui s'est converti en livre. Et je le montre parce qu'en fait, il y a toute la dernière partie qui est sur les robots de téléprésence, donc dans lequel, vous retrouverez un peu Dorothée Furnon qui participe aussi à cette expérience demain. Elle participe à ces journées. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire pour ma part. Merci. Merci. Je donne la parole à Thibaut Després, et puis tu parles, et puis ensuite je poserai quelques questions, et puis je donnerai la parole à la salle. Bonjour, donc Thibaut Després. Je suis doctorant à l'INRIA Bordeaux Sud-Ouest dans l'équipe Flowers. J'interviens dans le projet Poppy, plus particulièrement dans le projet Poppy Éducation. J'avais pas prévu particulièrement de présentation, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer des liens web pour illustrer la chose. J'ai découvert le projet Poppy il y a quelques années en faisant mon master. Donc à l'origine, ce projet était vraiment un projet de recherche destiné aux roboticiens du monde. L'idée de ce projet était avant tout de créer un matériel qui soit open source pour permettre une certaine reproductibilité. Oh non, j'y arriverai pas. Oui, vous avez compris. Des expériences scientifiques qui étaient faites autour de plateformes robotiques. Ce qui est assez intéressant, c'est que ce projet étant open source, toute une communauté s'est créée autour. Et on a vu apparaître plusieurs sphères, notamment donc l'aspect scientifique, aussi tout l'aspect maker qui est illustré dans les Fab Labs ou ce genre de choses actuellement. On a eu aussi pas mal de contacts avec les artistes et avec l'éducation. L'idée, en fait, c'est que cette communauté est née autour d'un forum où on peut voir énormément de documentation, enfin de catégories. Donc on retrouve à peu près les mêmes catégories: éducation, art, sciences, technologie. Sur ce chemin, il y a eu de plus en plus de relations avec les enseignants qui étaient demandeurs d'outils technologiques, donc d'outils robotiques, pour pouvoir enseigner dans leur classe. Donc on a mis en place un projet de conception et d'évaluation de kits robotiques. Donc on est passé de Poppy Project à Poppy Éducation. Hop, éducation, car l'une des premières constatations a été que le forum n'était pas forcément l'outil le plus pratique pour disséminer, discuter avec le monde enseignant. Donc on a créé un site web en fait qui permettait de centraliser énormément d'informations, notamment toutes les activités qui avaient été co-développées avec les enseignants. En fait, ce site, c'est aussi la vitrine de ce qu'ont pu faire les enseignants, peut-être plutôt dans la rubrique témoignages. Ouais. Donc certains des enseignants qui ont participé à la conception dès le début. Donc c'est essentiellement autour de ce robot. On le voit pas très bien ici. Voilà, bah tiens, une petite vidéo. Hop, c'est essentiellement autour de ce petit robot, donc ce petit bras articulé que sont conçues les activités. Pourquoi ce robot et pas d'autres qu'on avait conçus, notamment à cause de son coût. En fait, l'une des premières difficultés qu'on a notées, c'était de financer l'équipement dans les établissements scolaires. Donc il y a eu une démarche de prêt par rapport de notre laboratoire pour vraiment pouvoir mettre en place ces différents outils.
J'insiste sur le mot d'outils. C'est vrai que pendant quelques années, on a beaucoup entendu parler de solutions numériques, parfois même la solution. En réalité, on conçoit essentiellement des outils dont on a besoin d'apprendre à se servir. Un peu comme le stylo, avant d'écrire un roman, on a besoin d'apprendre à écrire nos premiers mots, nos premières phrases. Donc il y a vraiment ces deux aspects-là qu'il faut commencer par dissocier, l'aspect apprentissage de l'utilisation de l'outil et après l'utilisation de l'outil en elle-même pour pouvoir faire, on l'a dit, des mathématiques, de la physique, de l'informatique, mais aussi du français, de la biologie et énormément de thèmes qui peuvent y être associés. Moi, plus particulièrement, ma thèse s'articule autour de 2 points. Donc la conception qui s'est basée, qui s'est plus ou moins achevée, on va dire. En tout cas, aujourd'hui, on a un robot qui est utilisable. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a toute une partie aussi d'évaluation qui a été mise en place pour justement accompagner... Ah, aucun résultat. Évaluation... évalue à... Voilà. Donc toute une démarche expérimentale autour de l'évaluation de ce kit. Donc vous voyez à peu près là, c'est la timeline de cette année. Je ne vais pas vous la détailler. Si vous avez des questions, vous pourrez venir me voir directement. Ce qui est intéressant, c'est que cet outil, vraiment, il y a eu 2 grosses phases. Une phase de co-conception directement avec les enseignants dans leur classe où des activités ont été développées qui ont donné lieu à ce kit et au livret pédagogique qui l'accompagne. Et une phase d'évaluation, dans un premier temps sur des questions d'utilisabilité et d'acceptabilité. Et aujourd'hui, dans un deuxième temps, avec le concours du projet Persévérons, sur les questions de motivation. Et je pense avoir fini. Très bien. Voilà. Ok, merci. Alors, je vais vous poser une question, puis vous répondez comme vous voulez, et puis on verra ensuite comment le débat pourra continuer avec la salle. Peut-être d'abord, Christine, parce que toi, tu es peut-être encore dans la conception, c'est ça, hein, plutôt Alors la conception a été quand même plutôt finalisée. On est vraiment plutôt là dans une démarche d'évaluation des impacts. On est quand même dans les usages déjà. Ah oui, là on est dans les usages. Bon, bah alors, comment est-ce que ce type de machine, donc dans chacun de vos cas, peut modifier le métier de l'enseignant, notamment en termes de posture, en fait, posture enseignante? Comment ça peut être modifié? Je ne pense pas qu'il y ait de réponse généralisable, en tout cas. Hein. Moi, j'ai bien expliqué le contexte d'un séminaire de doctorat. Et en fait, on n'a pas la même prise de parole que quand on gère une classe de 30 élèves qui ont 12 ans. Hein. Donc, je pense que mes problèmes à moi sont un peu différents de ceux qu'auront les collègues dans un collège ou un lycée. C'est pas simple, hein. Je veux dire, nous, on est intéressés par l'objet lui-même, donc tout le monde faisait un effort pour justement essayer de faire en sorte que la communication reste fluide et que le séminaire reste aussi naturel et normal que s'il était qu'en présentiel, quoi. Mais je pense que c'est la motivation dont on parlait tout à l'heure qui fait que finalement, on investit du temps et de l'énergie pour faire que les choses marchent. Et donc, si j'imagine en fait la situation dans une classe de collège ou de lycée, je pense que c'est surtout le fait que les enseignants cherchent à être utiles à un enfant malade. Moi, je crois qu'en soi, c'est une motivation suffisante. Si je me projette par empathie dans un rôle d'enseignant du secondaire, je pense que même si ça nécessite quelques efforts, ça m'intéresserait de pouvoir les faire, en fait. Mais après, c'est vrai que ça passe à chaque fois, Dorothée le disait, par toute la classerie quand le robot arrive. Enfin bon, il faut quand même l'accoutumance à l'objet et par exemple, dans le petit extrait qu'on n'a pas bien vu là, mais de temps en temps, la conférencière, elle s'était mise devant le PowerPoint qui était projeté au tableau. Donc, si ça arrive il faut lui dire de se déplacer. Enfin, il y a quand même du bruit, des perturbations qui sont occasionnées par l'objet qui se déplace alors qu'on ne lui a pas demandé, clairement. Et parfois juste devant vous, pour vous. Donc, c'est des choses
Et je sais que donc Jean-Luc Rinaudot, qui fait cette expérience dans l'Académie de Rouen depuis quelques années aussi, lui, c'est imposé par l'Académie, c'est-à-dire qu'ils ne demandent pas l'autorisation. Enfin, ils vont dans les lycées faire des expérimentations et les profs doivent être d'accord, quoi. Ça ne se passe pas pareil partout, apparemment, et du coup, bah voilà, ça marche bien aussi quand c'est imposé pour le bien des enfants, quoi, hein. Donc, ça doit dépendre aussi des réactions individuelles après. Ouais, au niveau de la posture des enseignants, alors nous, on a travaillé essentiellement avec des enseignants du lycée, même si par ailleurs, sur d'autres projets, on avait eu l'occasion de collaborer au niveau du collège avec d'autres robots comme le robot Timio. Je pense que le changement de posture, il vient surtout du fait qu'aujourd'hui, c'est essentiellement des enseignants qui testent des nouvelles technologies, donc qui sont obligés de s'adapter à des technologies qu'ils ne maîtrisent pas encore, puisqu'ils ne la connaissaient pas de prime abord. D'ici quelques années, je pense qu'on aura un glissement du fait que les personnes qui seront amenées à enseigner ce type de technologie auront eu l'habitude d'utiliser ce type de technologie dans des contextes beaucoup plus quotidiens. Donc là, il y aura déjà quelque chose qui va se changer. De même, au niveau des élèves, on voit que l'intégration de ces technologies on profite de l'aspect lune de miel des nouvelles technologies. C'est nouveau, c'est intéressant, c'est intriguant. Aujourd'hui, on le sait bien, les études qu'on a pu faire sur l'intégration des salles informatiques dans les lycées il y a quelques décennies montraient un gros niveau de motivation à aller dans ce type de salle. Bon, même si aujourd'hui, on retrouve un niveau plus élevé de motivation à aller dans ce type de salle, on voit qu'on n'a quand même pas les mêmes résultats. On n'a plus cet effet de nouvelles technologies. Donc il y a ces aspects-là en termes de temporalité. Ensuite, il y a une deuxième chose qu'il ne faut pas confondre, c'est l'aspect plutôt robotique, vraiment purement robotique, purement outil, et l'aspect logiciel qu'on va venir y intégrer. Aujourd'hui, les deux sont souvent couplés et on ajoute des loggers sur notre petit logiciel, ou voilà, pour assister l'enseignant dans sa tâche d'enseignant. Donc c'est vrai qu'au niveau de cette automatisation, ça change nécessairement la posture de l'enseignant qui n'a plus accès aux mêmes informations sur l'élève et qui du coup adapte nécessairement sa pratique pour le bien ou pour le mauvais. Ça, c'est plus compliqué à définir aujourd'hui, mais il y aura des changements de posture successifs, c'est sûr. C'est vrai que avec le robot de téléprésence, au moment de la restitution du projet robot lycéen donc de la région, ce qu'on avait vu, c'était que les enseignants en fait n'avaient pas modifié leur posture. En fait, c'est qu'ils n'avaient pas modifié leur méthode d'enseignement. Au contraire, ils avaient profité de la situation pour conforter des gestes, des postures qui étaient déjà là en fait. Et ils faisaient comme si l'élève donc était présent via le robot, mais il n'était pas là en fait. Et ils ont fait comme s'il était là. Et donc c'est vrai que c'est très compliqué quand on est de l'autre côté, je pense. Moi j'ai déjà assisté à des réunions en étant dans le robot, à distance. C'est très difficile de prendre la parole. Voilà. Et surtout quand, de fait, avec la technologie encore aujourd'hui, mais qui existe encore, mais c'est difficile d'être en pleine interaction avec la salle. On ne peut pas échanger de documents, on ne peut pas... Voilà. Donc je pense qu'il y a encore des choses à voir, notamment au niveau de l'interactivité, enfin les interéchanges avec l'écosystème technologique de la classe. Comment est-ce qu'on peut faire, éventuellement le connecter au TBI par exemple, ou des choses comme ça. Voilà. Oui, mais pour rebondir là-dessus, c'est vrai que, par exemple, par le BIM, là, la jeune fille qui l'utilise le plus souvent, là, elle s'oriente qu'à l'ouïe, donc à l'audition, puisqu'elle ne peut pas regarder toute la salle, puisqu'on est, vous avez vu, en... Oui, voilà. Et en plus, elle sait que si elle se déplace, c'est perturbant, ça fait un petit bruit et tout, donc elle évite de se déplacer, mais du coup... Alors elle a appris, c'est intéressant de savoir comment elle fait, elle a appris la position qu'on a, parce qu'on se met toujours après aux mêmes places comme à table, et en fait, donc du coup, elle s'oriente vers ceux dont elle entend la voix pour savoir où elle... Enfin voilà, il y a des systèmes d'adaptation. Alors je pense qu'il faudrait peut-être que les enseignants passent par là,
savoir un peu, pour avoir un peu d'empathie, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas se rendre compte il faut avoir l'expérience corporelle, je dirais, de ce que c'est pour pouvoir avoir un peu d'ajustement de ces pratiques, parce que sinon, carrément, on passe à côté et ça doit être très traumatisant qu'on fasse comme si on était un élève normal, alors qu'on est quand même avec des fonctions en moins, quoi. Hein. Bien. Si la salle a des questions à poser. Je ne sais pas qui c'est qui peut. Alors, je voudrais rebondir sur les derniers propos qu'il y a eu sur la téléprésence. Et je m'adresse donc à la fois à l'animateur de la table ronde et puis à Christine qui a mené des éléments. Est-ce que vous pensez que le simple rajout de fonctionnalités technologiques va permettre à l'enseignant de se rapprocher d'un point de vue didactique, d'un point de vue des savoirs et des savoir-faire qu'il veut amener à l'élève, de cet élève qui est téléprésent? Moi, je ne crois pas. Pourquoi, sur quels critères vous dites j'y crois pas? Je pense que le fait d'imposer un robot à un enseignant, quels que soient les outils technologiques qu'on va lui donner, ne va pas lui permettre de changer sa posture. Et bien au contraire, vous l'avez dit vous-même, il va être un frein au changement pédagogique. Je crois plus en l'acceptabilité, le travail sur l'acceptabilité du robot, de manière à l'amener à changer sa pédagogie. Et après, effectivement, s'il y a des nouveaux éléments technologiques qui arrivent, que vous avez cités, mais il y en a bien d'autres, à ce moment-là, on va pouvoir travailler vers une pédagogie qui est adaptée finalement au robot téléprésence. Mais je crois que la posture d'imposer le robot et de dire on va améliorer le robot sans s'occuper de l'enseignant et de l'acceptabilité au niveau de l'enseignant, à mon avis, c'est voué à l'échec à long terme. À court terme, oui, mais à long terme, j'y crois pas. En tout cas, il y a quelque chose qui marche bien, c'est quelqu'un qui a envie d'utiliser le robot, met en place des stratégies et les communique à d'autres. En fait, ça, c'est-à-dire la tâche d'huile, quoi. Essayer de partir de quelque chose qui marche pour finalement voilà, faire des ateliers où on échange des expériences. Moi, je crois beaucoup à l'échange d'expériences entre collègues, quoi, pour se donner des idées, pour en prendre... Il n'y a pas une solution de toute façon pour faire entrer un robot en classe. Donc je pense que partir d'expériences positives dans des contextes particuliers, à chaque fois spécifiques, mais en variant les contextes, on peut arriver peut-être à intéresser d'autres personnes et à leur dire « Ah oui, tiens, ça serait bien que je fasse ça ». Oui, mais c'est alors là, on est 100% d'accord avec Christine sur cette manière de faire, mais ce savoir qui est distribué un peu partout. Comment on l'agrège et comment on peut l'amener à tout le monde. Est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire sur justement une pédagogie spécifique et vous en parlez tout à l'heure auprès des enseignants lors de leur formation, essayer d'avoir des éléments qui peuvent leur permettre de mieux prendre en compte le robot à partir de l'expérience du terrain. Oui. Est-ce que ce n'est pas là-dessus qu'il faut travailler oui, on peut le faire essayer dans les SP, par exemple, faire essayer à tous les futurs enseignants ce que c'est que d'être dans un robot, quels intérêts ça peut avoir pour des enfants empêchés. Je pense que ça serait super, parce que c'est vrai, leur faire réfléchir à des idées d'activités, des choses qui pourraient être à différents niveaux du cursus. Enfin, moi, je pense qu'il y a plein de choses à faire, hein. Ce n'est pas les idées qui manquent. Hein. Et puis, vous parlez beaucoup, et c'est vrai, c'est le thème phare des enfants empêchés. Mais la robot téléprésence, c'est bien plus large. Oui, moi je parlais, oui, bien sûr, parce que c'est ceux qui font le plus de peine, je pense. On a envie de... Oui. Ah oui. Bon, juste pour intervenir sur ce que vous avez dit juste à la fin de votre propos, c'est ce vécu de l'enseignant, ce changement de posture peut venir d'une expérience personnelle de la pratique de la téléprésence pour lui. Et la pratique de la téléprésence pour des étudiants en formation initiale pour devenir enseignants, je crois que c'est probablement aussi une manière de les acculturer au processus qu'ils vont faire subir à des élèves et dans lesquels, effectivement, la communication est peut-être moins directe, plus difficile
encore qu'il y aura peut-être des solutions complémentaires, ce que vous avez fait d'ailleurs dans votre séminaire, c'est-à-dire associer le télérobot et puis un outil d'Adobe Connect ou autre qui va faire que la prise de parole sera peut-être plus simple au sein de la communauté. Tout à fait, oui. Oui, parce que pour la visioconférence, pour rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, au début en 2006, les étudiants, ils ne connaissaient pas. Donc, non seulement ils devaient apprendre à faire des activités pédagogiques par visioconférence, mais ils devaient apprendre ce que c'était que être sur Skype. Et après, 5 ans après, c'était fini. Ils avaient tous utilisé Skype. Et donc, au niveau de la surcharge cognitive, ça allège quand même, puisqu'on n'a finalement qu'une chose à apprendre. Et donc, pour les robots, on peut faire pareil. S'ils connaissent déjà le robot, ils n'auront plus qu'à chercher des activités pédagogiques à faire. Ça aide. Il y a beaucoup mieux que Skype, la Framatalk. Toute la licence Frama qui est donc en open source. Bref, petit clin d'œil. Tout à fait, je suis d'accord. J'ai une question par rapport à... Parce que c'est quand même très différent l'enseignant qui est en téléprésence et puis l'usage des robots pour enseigner l'informatique. Donc, c'est des pratiques très différentes. La gymnastique dans cette présentation n'est quand même pas évidente. Donc, merci aux deux. Mais je me posais la question, c'est plus par rapport aux robots. Et maintenant, il a les Fab Labs, il a beaucoup d'outils et d'accompagnement. Et même l'IRIA a d'autres initiatives sur l'enseignement de l'informatique dématérialisée. Et donc, Poppy est une nouvelle plateforme. Pourquoi c'est une nouvelle plateforme au lieu de s'intégrer à d'autres initiatives dans lesquelles on partage des pratiques? Est-ce qu'il y a une spécificité particulière qui fait que du coup ça mérite d'avoir quelque chose de différent que les Fab Labs et compagnie? Alors c'est vrai qu'il y a énormément de Fab Labs en France. Je crois qu'on est le premier pays au monde en nombre de Fab Labs. On va accueillir la conférence mondiale, il me semble, cette année, il me semble. Pourquoi un nouveau robot? En fait, c'est essentiellement parce qu'on avait déjà une plateforme robotique donc, qui était beaucoup plus complexe, beaucoup plus onéreuse pour le monde de la recherche, parce qu'effectivement, dans le monde de la recherche, il y a assez peu de plateformes qui soient totalement open source. Donc là, c'est de là où est née cette plateforme. Et comme je le disais tout à l'heure, en fait, c'est toute une communauté qui s'est agrégée dessus, et c'est né vraiment d'une demande qui ensuite, par l'intermédiaire de différents projets de recherche, a donné lieu à ce kit robotique. Effectivement, il y a d'autres, je pense par exemple à nos collègues du Labri qui sont juste à côté, qui ont développé le Metabot, qui est à peu près du même acabit. Il y a énormément d'autres robots qui sont orientés vers la maternelle, primaire, collège. La différence peut-être avec la plateforme Poppy, c'est qu'elle est entièrement modulable. L'idée, c'est qu'on peut complètement la modifier de A à Z et vraiment repartir à partir des briques élémentaires qu'on a et reconstruire un autre robot pour les besoins d'un autre projet ou juste changer quelques parties. Il y a vraiment cette idée de personnalisation du robot par rapport au contexte et aux différents projets. Donc ça, c'est quelque chose qui, je crois, à ce jour n'existe pas ailleurs, où à chaque fois on a des plateformes qui sont bien qu'open source, parfois complètement figées, où les modifications sont très complexes. Là, c'est pas du tout le cas. Les modifications sont assez simples, même si ça reste technique. Il faut avoir les compétences, les avoir acquises dans des formations, ce genre de choses, ou même simplement par auto-formation sur Internet. Mais voilà la différence. Je ne sais pas si ça répond à la question. Merci Thibault. Donc Isabelle Depère, directrice de l'atelier Canopée à Mérignac en Gironde. En fait, ma question, quand j'entends la collègue parler de ce nouveau robot, cette nouvelle plateforme, alors que c'est vrai qu'on travaille déjà depuis un petit moment avec, ma question, moi, c'est plutôt l'inquiétude quant à l'avenir de la plateforme Poppy, justement. Donc je voulais que tu puisses nous donner des informations sur la suite de l'administration de la plateforme. Voilà, donc tu sais qu'on travaille aussi avec le Labri Roban sur le développement du robot Holobot à partir du Metabot, des livrables pédagogiques qui vont avec. Donc voilà, maintenant, puisque cet après-midi je présenterai ce qu'on a fait avec le robot Poppy, en tout cas sa version humanoïde, je voulais que tu me dises si justement il reste quand même de l'avenir pour les classes pour travailler avec Poppy, puisque nous on trouvait que c'était quand même une très chouette plateforme. Juste préciser que vous sachiez qu'il va y avoir une intervention là dans Tonincois pour présenter Poppy Station. Voilà, donc vous allez pouvoir
Effectivement, juste après, effectivement, on va avoir une présentation donc, de Poppy Station. Donc le projet Poppy à la base est un projet de recherche. Il y a eu d'autres financements qui ont donné lieu donc, au projet Poppy Éducation, qui a permis de faire énormément d'évaluations et de conception dans les établissements en leur fournissant des robots. Aujourd'hui, ces financements de recherche arrivent à leur terme, c'est vrai. Il y a énormément de contenus qui ont été produits par plusieurs instituts, plusieurs organismes, vraiment l'ENSAM, les AM, Canopé, et j'en oublie énormément. Donc toutes ces choses vont être aujourd'hui regroupées c'est une association, il me semble, donc, qui s'appelle Poppy Station. Et je ne vous en dis pas plus puisque Antonin vous l'expliquera juste après. Mais donc il y a un avenir, oui, il y aura donc Poppy Station qui s'occupera de toute la plateforme Poppy sur tous ses aspects, tant artistiques, makers que éducation. Bonjour, ça marche? Moi je suis prof en collège et je ne sais pas si on est nombreux dans cette salle à être prof en collège. Vu qu'on parle de l'expérience du métier d'enseignant, je voulais juste dire une petite anecdote en mathématiques. Quand on demande aux élèves 4 x 3, c'est assez facile pour eux de répondre. Mais dès qu'on va leur demander 4 fois 0,3, on va avoir ce réflexe-là, là, de chercher dans son sac la calculatrice. Et en fait, je parle vraiment de réflexe. C'est-à-dire que, vu qu'ils ont assez mal compris le principe de la multiplication, en fait, ils vont se rassurer en utilisant, comme vous dites, un artefact technologique. Et je pense que c'est assez triste de voir qu'ils ne maîtrisent pas ce simple, juste la multiplication simple, quoi. Du coup, je pense qu'il y a des priorités aussi dans les choses à développer, la robotique, etc. Peut-être que ça peut être intéressant. Voilà, ouais, je pense qu'il y a des priorités. Parce que moi, je suis en face d'une classe de 30 élèves et j'essaye de leur apprendre des choses simples et basiques, quoi. Et je pense que je vais me passer de robots. Et j'avais une question aussi. Vous avez parlé de Tisseron, qui a participé au séminaire Impec. Moi, j'ai eu l'occasion de l'entendre en conférence aussi. Je voulais savoir, il a sorti un bouquin, j'ai pas eu le temps de le lire là sur les robots. Je voulais savoir ce que vous en pensiez, s'il vous plaît. Du bouquin en question, là? Ouais. Je ne sais pas si on parle du même, parce qu'il en a écrit plusieurs. Non, enfin, je pense que c'est intéressant. Lui, bon, il a une vision de psychologue. Enfin, disons, il donne des. Il a écrit. Moi, j'ai lu plusieurs livres de lui, donc je ne sais pas si auquel vous faites allusion. Donc, c'est un peu difficile pour moi de répondre. Ne dites pas. Ah oui, le jour où mon robot m'aimera, c'est ça? Non? Oui, c'est un peu compliqué du coup. C'est difficile là de savoir. Non, moi je trouve qu'il balise de façon assez intéressante, disons, les choses pour les parents, par exemple. Il donne des règles par rapport aux écrans, comment exposer, etc. Bon, je veux dire, c'est un point de vue. Je pense que toute cette communication par écran, elle a beaucoup d'intérêt à venir être éclairée de façon pluridisciplinaire. Donc ça, c'est le point de vue des psychologues. Il y a les sociologues, il y a l'éducation. Enfin, je veux dire, il faut que tout le monde voilà, émette son avis. Et c'est un parmi d'autres. Hein. Ce n'est pas une parole d'évangile non plus, hein, pour moi. Alors moi, j'ai pas lu le livre. Par contre, j'aimerais bien rebondir sur l'anecdote, sur apprendre des choses fondamentales. Ce qui est assez intéressant, c'est que la pratique avec le robot, ça nous permet d'utiliser des objets tangibles et de pouvoir faire des expérimentations par projet. Ça, déjà, c'est quelque chose qui n'est pas forcément commun dans les pratiques pédagogiques habituelles. La deuxième chose, c'est que la robotique, c'est une évidence dans la société aujourd'hui. Il y en a énormément, il va y en avoir de plus en plus. Et le refuser de l'enseigner, c'est quelque part un déni. Et ça permet...
forcément ça va leur poser préjudice par la suite, puisque une fois qu'ils seront face à face avec des technologies robotiques ou même juste des technologies numériques, s'ils n'ont pas les bons réflexes qu'on leur a appris dès le départ, ils vont se retrouver à devoir apprendre leur table de multiplication par cœur et à pas comprendre le fondement de la robotique pour l'utiliser. Donc en fait, on en revient au même problème. C'est vraiment à l'origine expérimenter les fondements, que ce soit la multiplication ou que ce soit la robotique, pour pouvoir ensuite comprendre les principes qu'il y a derrière, les principes opératoires pour la multiplication ou les principes robotiques qu'il peut y avoir derrière. Donc je ne pense pas que l'un soit concurrent par rapport à l'autre, il faut de la place pour les deux, et je ne pense pas qu'il y ait non plus une hiérarchie dans ces apprentissages. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que ces pratiques modifient nécessairement nos réflexes et nos pratiques. Un exemple, je voyais dans un article sur les recherches effectuées par Google, enfin sur Google, on a pu montrer qu'effectivement, on retenait moins bien une information qu'on savait facilement accessible. Accessible comment? En faisant une recherche sur Google. Donc ça modifie notre manière de mémoriser l'information en tant que telle. Après, des résultats comme ça, il y en a eu depuis très longtemps. Par exemple, les chauffeurs de taxi londoniens qui ont des structures biologiques spécifiques. Enfin, voilà, donc il y a des modifications et il faut forcément les accompagner, parce que si on rate le coche, eh ben, on s'en retrouvera dans une situation assez déplorable, comme on peut le voir dans certains contextes en informatique, dans certains établissements. Voilà. Donc, faut pas louper le train. Ouais, alors c'est pas forcément une question, c'est plus une remarque, et je vais poursuivre ce que dit Thibaut. Donc Sébastien Goulot, je suis IIPR STI et Dan de l'Académie de Bordeaux. Donc j'ai eu la chance de voir l'évolution des pratiques enseignantes lorsqu'ils intègrent de la robotique éducative dans leur pratique d'enseignement. Si on parle de posture d'enseignant, je pense que ce qu'il faudrait changer, et peut-être que la seule formation qu'on devrait faire auprès des enseignants, c'est une formation du lâcher-prise. Laisser faire les jeunes, parce qu'ils savent pertinemment s'en servir. Et ce qu'on remarque, c'est que les enseignants, très vite, deviennent incapables d'apporter quoi que ce soit aux élèves, puisque les élèves les ont assez rapidement dépassés. Voilà. Donc bien sûr, on peut enseigner, on peut faire des maths sans robot, ça c'est clair, mais comme le dit Thibaut, la robotique éducative, l'écosystème Poppy permettent d'apporter un plus, puisqu'on arrive à contextualiser de manière un peu différente de ce que l'on pourrait faire avec les mains. Voilà. Ok, merci, c'est fini.